La neige tombait en silence sur ce qui restait d'un village allemand, comme si le ciel essayait de couvrir la laideur de la guerre sous un drap blanc. Les maisons n'étaient plus que des carcasses noircies, les fenêtres béantes ressemblaient à des orbites vides. Au loin, les canons venaient à peine de se taire, ne laissant derrière eux qu'un bourdonnement sourd dans les oreilles des survivants. Au milieu de ce décor brisé avançait un homme, la démarche légèrement bancale, l'uniforme usé, le visage creusé par des nuits sans sommeil. Il s'appelait Antoine, mais là-bas, sur le front, on l'appelait simplement le porteur. Pas parce qu'il portait une arme plus lourde que les autres, mais parce qu'il portait des corps. Des vies. Des destins entiers. Une explosion, un cri, et Antoine se jetait en avant. Sous la pluie des balles, il traversait la boue pour atteindre un camarade au sol. Il le hissait sur son dos, sentait le sang couler le long de son cou, les doigts agrippés à son col, et courait, encore et encore, jusqu'à la zone un peu moins dangereuse. Les officiers le regardaient, incrédules. Ses compagnons murmuraient, « S'il est là, j'ai peut-être une chance de rentrer. » Une nuit, autour d'un feu tremblant, un soldat aux yeux rougis lui avait dit, la voix cassée, « Antoine, si je survis, ce sera grâce à toi. Tu nous portes tous. » Antoine avait haussé les épaules, maladroit, comme si on venait de lui faire un compliment qu'il ne savait pas recevoir. Il se contenta de répondre, « On rentre tous, ou on ne rentre pas. » C'est tout. Sur le champ de bataille, Antoine était un héros. Sans médaille officielle, sans discours. Mais dans les regards de ceux qui l'avaient arraché à la mort, il valait plus que n'importe quel grade. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est qu'une autre guerre l'attendait. Une guerre sans uniforme, sans ordre clair, sans ennemi visible. Une guerre où ni son courage, ni sa force ne suffiraient. Une guerre que, peut-être, vous connaissez vous aussi. Parce que quand les canons se sont tus et que la paix est revenue. Antoine a découvert un front que personne ne lui avait appris à affronter, celui de l'argent, des factures, des dettes, et du silence. Comment un homme capable de sauver des vies a-t-il pu se retrouver incapable de sauver ses propres fiances? C'est là que commence vraiment son histoire, et la vôtre peut-être aussi. La nuit tombe sur une ville européenne éventrée. Le ciel est strié de fumée noire, ponctué par les lueurs rouges des incendies lointains. On n'entend plus que des tirs isolés, des cris étouffés, des ordres aboyés dans une langue dure. Au milieu de ce chaos, une silhouette avance, courbée mais déterminée, lui. Ses bottes s'enfoncent dans la boue mêlée de sang. Il sent l'odeur âcre de la poudre, le métal brûlé, la chair. Chaque pas pourrait être le dernier, mais il continue. Dans sa tête, une seule phrase tourne en boucle, « Je ne les laisserai pas là ». Devant lui, quelque part entre les gravats et les ombres des chars calcinés, il sait que ses camarades gisent, blessés, abandonnés par la chance, mais pas par lui. Un gémissement. À gauche. Il se jette derrière un muret effondré, le cœur battant à tout rompre. Une rafale de mitrailleuses déchire l'air, arrache des éclats de pierre à quelques centimètres de son visage. Il ferme les yeux une seconde, respire. La peur est là, animale, glacée, qui lui murmure, reste à couvert. Pense à ta peau. Mais, comme à chaque fois, une autre voix s'élève en lui, plus ancienne, plus profonde, s'ils étaient toi. Si c'était ton frère, ton père, ton fils. Il rampe, se faufile sous un péan de mur encore fumant, et le voit enfin. Étendu sur le dos, la jambe en sang, un soldat, les yeux grands ouverts, oscillant entre lucidité et délire. Je croyais que vous ne viendriez plus, balbutie le blessé, les lèvres tremblantes. Tant que je marche, je reviens, répond-il simplement, d'un ton calme, presque paternel. Il hisse le corps lourd sur son épaule, sent la chaleur du sang traverser son uniforme, puis se relève. À ce moment précis, alors qu'il chancelle sous le poids de cet homme, une pensée fugace le traverse, combien vaut une vie? Quel prix aurait-il payé pour ce trajet sur mon dos? Il ne sait pas. Il ne se l'est jamais demandé. Son corps décide avant son esprit, son cœur avant l'argent. Les balles sifflent à nouveau. Il court, le dos courbé, chaque pas un pari contre la mort. Derrière un char éventré, il dépose enfin le blessé auprès du brancardier. Un bref contact de main, un regard reconnaissant, puis déjà il repart, sans attendre merci ni promesse. Il n'a pas le temps de penser à la valeur de ce qu'il vient d'offrir, sa force, son courage, sa santé, son futur. Il donne, encore et encore, comme si ses ressources étaient infinies. Sur ce champ de bataille, le calcul n'existe pas.
On paie en fatigue, en blessure, en nuit blanche, en cauchemar à crédit. On avance avec la naïveté héroïque de ceux qui croient qu'il suffit d'aimer fort et de tenir bon pour que tout s'arrange. Un peu comme, plus tard, quand on pensera qu'il suffit de travailler dur et de faire de son mieux pour que l'argent suive, naturellement. Pendant qu'il retourne une fois de plus vers la zone dangereuse, un autre soldat l'attrape par la manche. « Tu es fou, tu sais. Tu ne peux pas sauver tout le monde. » Il le regarde, essuie la suie sur son visage. « Peut-être pas. Mais tant qu'il en reste un là-bas, je ne peux pas rester ici. » Cette phrase, dite dans la boue et le fracas, devient sans qu'il le sache un programme intérieur. Toujours plus pour les autres. Toujours moins pour lui. Toujours donner, et ne jamais compter. Mais au loin, déjà, les canons commencent à se taire, remplacés par un autre type de bruit, plus sourd, plus insidieux. Celui des obligations, des papiers, des promesses faites aux vivants. Et quand la fumée de la guerre se dissipera, il découvrira un terrain bien plus dangereux encore, celui de la vie civile, où les balles sont invisibles, mais les blessures financières, elles, laissent des cicatrices tout aussi profondes. Le matin se levait à peine sur le front italien, dans une lumière grise qui collait aux ruines comme une deuxième peau. L'air sentait la fumée, la terre retournée et quelque chose de métallique, un mélange de sang sec et de peur. Dans ce décor brisé, un homme avançait, épaules voûtées sous le poids d'un autre corps. « Tiens bon, Paolo, encore quelques mètres, » murmura-t-il, la voix éraillée. On l'appelait simplement Martin. Dans son uniforme trop large, couvert de boue, il n'avait rien d'un héros de cinéma. Pourtant, à chaque nuit de bombardement, il devenait le point fixe dans le chaos, celui vers qui les regards se tournaient quand tout vacillait. Les balles sifflaient au-dessus de sa tête, arrachant des éclats de murs. Une explosion fit vibrer le sol, des pierres roulèrent près de ses pieds. Mais il ne s'arrêta pas. Ses bottes glissaient sur les gravats, ses doigts blanchissaient autour du tissu de la veste de son camarade blessé. « Lâche-moi, laisse-moi là. » grogna Paolo, la main sur son flanc rouge sombre. Martin serra la mâchoire. « Tu te tais. Ta mère t'attend. Tu m'as montré sa photo, tu te souviens. On ne laisse pas une promesse derrière soi. » Sous le sifflement des obus, cette phrase, pour lui, valait plus qu'un ordre du commandement. On ne laisse pas une promesse derrière soi. Ni un homme, ni un engagement. Il avançait comme on avance vers une dette qu'on refuse d'abandonner, même quand tout semble perdu. Il atteignit enfin une tranchée encore intacte. Deux infirmiers se précipitèrent. « Pose-le ici. Vite !» On tirait sur les vêtements de Paolo, on coupait, on bandait, on injectait. Martin restait debout, les mains tremblantes, le souffle court, le cœur cognant contre ses côtes comme un tambour affolé. Un jeune soldat, à peine plus vieux que 20 ans, lui lança un regard incrédule. « Comment t'as fait pour passer tout seul là-bas? T'es fou ou quoi ?» Martin eut un rire sans joie. « Quand quelqu'un compte sur toi, tu réfléchis après. » Dans ce champ de ruines, il n'avait pas d'économie, pas de plan, pas de stratégie. Il avait seulement une règle gravée dans la chair, tout donner. Son temps, son corps, sa sécurité. Dépenser sa propre vie comme une monnaie qu'il croyait inépuisable. Ce jour-là, il ramena 3 hommes. La nuit suivante, 2 autres. À chaque aller-retour à travers le No Man's Land, il sentait ses poches se vider d'un capital invisible, son sommeil, sa santé, sa capacité à sentir autre chose que l'urgence. Il vivait en découvert émotionnel permanent, tirant sur une réserve de courage qu'il pensait sans fond. Et vous, en l'écoutant, est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Avez-vous déjà tout donné pour les autres, sans jamais compter ce que cela vous coûtait vraiment, ni sur le front, ni dans votre compte en banque? Ce que Martin ignorait encore, alors qu'il s'essuyait le front en regardant l'horizon en feu, c'est que ses réflexes de survie, ses automatismes de sacrifice, allaient le suivre bien après le silence des canons, jusque dans sa vie civile, dans chaque facture ouverte, dans chaque choix d'argent qu'il ferait une fois rentré chez lui. Quand la guerre s'achève enfin, ce n'est pas un triomphe qui attend Pierre, mais un grand silence. Les canons se taisent, les cris s'estompent, et il se retrouve sur le quai d'une petite gare, une valise cabossée à la main, une lettre de démobilisation dans la poche, et rien d'autre. Pas de prime conséquente, pas de plan, pas de mode d'emploi pour cette nouvelle vie qu'on lui a promis. Il descend du train, traverse le village. Les maisons portent encore les cicatrices des bombes, mais déjà, certains commerçants ont remis des enseignes neuves. On reconstruit.
On recommence à vendre, à acheter, à compter. Pierre, lui, n'a jamais appris à compter autrement qu'en munitions, en hommes sauvés, en mètres de terrain gagnés. Devant la boulangerie, il glisse quelques billets froissés sur le comptoir. Ses mains tremblent. Il n'a jamais vraiment eu de propre argent à gérer. C'était toujours l'armée, l'État, le régiment. Maintenant, chaque franc lui appartient, et lui échappe en même temps. Le soir, à la lueur d'une ampoule nue pendue au plafond, il étale sur la table de la cuisine ses maigres économies. Sa femme, Jeanne, le regarde en silence. Elle cache mal son inquiétude. « On fera avec », dit-elle doucement. « Tant qu'on est ensemble. » Il hoche la tête, mais au fond, une autre bataille commence. Les factures de charbon, la réparation du toit, les soins pour sa jambe blessée. Chaque papier qui arrive par la poste est comme une lettre de convocation à un front qu'il ne comprend pas. À la caserne, on lui disait quoi faire. Avance. Ramène-le. Reste en vie. Simple. Brutal, mais simple. Dans le monde civil, personne ne lui explique comment fonctionne un emprunt, ce qu'est un budget, pourquoi certains voisins semblent déjà s'en sortir mieux. Il les voit acheter une bicyclette neuve, parler d'un petit commerce à ouvrir. Pierre, lui, signe un premier crédit sans vraiment le lire, parce que tout le monde fait ça, et que le banquier a un beau sourire rassurant. La nuit, allongé dans le lit étroit, il fixe le plafond. Les images de la guerre reviennent, mais se mélangent désormais à d'autres peurs. Et si je ne pouvais pas payer? Et si on perdait la maison? Sur le champ de bataille, la mort était visible, bruyante, frontale. Ici, le danger est silencieux, inscrit en chiffres sur un papier. Ce n'est plus une grenade qui peut lui arracher tout ce qu'il a, c'est un taux d'intérêt, une échéance ratée, une décision prise dans la précipitation. Tu vois ce contraste? Peut-être que toi aussi, tu as traversé tes propres guerres, pas avec un fusil, mais avec un job toxique, une séparation, une maladie et on t'a jeté ensuite dans la vie financière sans carte ni boussole. On t'a dit de refaire ta vie, d'être responsable, sans jamais t'apprendre à gérer la pression de chaque facture. Un soir, alors qu'il éteint la lampe, Jeanne lui murmure, « Tu as sauvé tant de vies à bas. Tu crois que tu peux sauver la nôtre ici ?» Il ne répond pas. Dans l'obscurité, il serre les poings. Il ignore encore que son ennemi, désormais, ne porte pas d'uniforme. Il se cache dans ses croyances, dans sa honte, dans ce qu'on ne lui a jamais appris sur l'argent. Et c'est précisément à partir de ce moment, quand tout semble plus flou que jamais, que la vraie guerre intérieure de Pierre avec l'argent va commencer. Les mois ont passé, et avec eux le vacarme des canons. Paris se reconstruisait, les façades étaient ravalées, les vitrines se rallumaient. Mais à l'intérieur du petit appartement d'Henri, la guerre continuait, silencieuse. Sur la table en bois, à la place des cartes d'état-major, il y avait désormais des factures froissées, des relevés bancaires, des avis de retard soulignés de rouge. Un soir d'hiver, la pluie battait contre les vitres. Henri était assis, le dos voûté, une lampe jaune éclairant son visage buriné. Claire posa une assiette devant lui, presque pleine, puis s'assit en face, les mains jointes. « Tu n'as presque rien mangé. » murmura-t-elle. Il leva les yeux, fatigué. « Je n'ai pas très faim. » Elle désigna doucement la pile de papier. « C'est encore la banque. » Henri hésita, puis poussa un soupir qui semblait venir de très loin. Le loyer en retard, le crédit du petit commerce qui n'a jamais vraiment démarré, les traites pour la machine. Je croyais que ça irait. Je me disais, j'ai survécu à la guerre, je survivrai bien à quelques chiffres sur un papier. Mais... Il sourit sans joie. Ces chiffres-là tirent plus fort que les balles. Claire le regarda longuement. Tu as demandé de l'aide. Aux anciens combattants, à quelqu'un de la famille, à la banque? Henri se redressa brusquement, comme piqué. Je ne vais pas mendier. Sur le front, je portais des hommes plus lourds que moi, sous les obus. Je peux bien porter mes propres dettes. Cette phrase resta suspendue en creux, lourde et amère. Porteur. Toujours porté. Sur le champ de bataille, des corps. À la maison, des chiffres, des angoisses, des silences. Le lendemain, dans la file d'attente de l'épicerie, il rencontra Lucien, un ancien camarade d'armes devenu comptable. Les cheveux plus gris, mais le même rire franc. Henri. Mon Dieu, ça fait des années. Ils allèrent boire un café. À la petite table collante du bistrot,
la vapeur montait des tasses tandis que le patron essuyait des verres au loin. Lucien parlait boulot, reconstruction, nouveau crédit pour les entreprises. Henri écoutait, distrait, le regard perdu. « Et toi, comment ça va ?» demanda enfin Lucien. « Tu avais ce projet de magasin de fourniture, non ?» Henri hocha vaguement la tête. « Ça va. On se débrouille. » Mais son pied battait nerveusement le sol. Lucien, qui l'avait vu trembler sous le feu ennemi, reconnut cette tension. « Tu sais, Henri, être un bon soldat ne fait pas de nous de bons gestionnaires. On ne nous a jamais appris ça. Ni à toi, ni à moi. L'argent, les crédits, les assurances. C'est une autre langue. » Henri se crispa. « Tu es en train de me dire que je suis incapable. » Lucien posa la main sur la table. « Non. Je dis que tu joues une guerre avec les yeux bandés. Tu as risqué ta vie pour des hommes qui ne savaient même pas ton nom. Mais maintenant, pour toi, pour ta famille, tu refuses de demander un plan de bataille. Pourquoi ?» Henri resta silencieux. La honte monta, brûlante. Comment expliquer que pour lui, parler d'argent semblait plus humiliant que d'avouer la peur sous les bombes? Sur le front, la peur était partagée, normale. Ici, la peur de manquer lui paraissait une faiblesse intime, presque une trahison de ce héros qu'on avait applaudi à son retour. « Je devrais savoir m'en sortir », finit-il par lâcher. « J'ai vu des choses qu'aucun homme ne devrait voir. Et je serais incapable de gérer 3 factures. » Lucien le fixa, sérieux. « Tu confonds courage et solitude. Ce n'est pas la même chose. » Ces mots résonnèrent en lui, comme un obus qui explose avec retard. Combien d'entre nous font la même confusion qu'Henri? On croit qu'il faut tout encaisser, tout porter seul, surtout quand il s'agit d'argent. On pense que demander de l'aide financière ou de l'éducation, c'est avouer une défaite personnelle. On préfère accumuler les dettes en silence plutôt que d'exposer nos peurs, nos erreurs, nos croyances anciennes. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Henri traversa la ville en reconstruction, les pavés humides, les enseignes qui clignotaient faiblement. Dans sa poche, le carton froissé que Lucien lui avait donné, « Viens me voir. On fera le point. Tu n'es pas obligé de continuer cette guerre tout seul. » Arrivé devant sa porte, Henri resta un long moment immobile, le doigt posé sur la poignée. Entre l'orgueil et la fatigue, entre l'image du héros et l'homme épuisé qu'il était devenu, une bataille silencieuse se jouait. Et vous, à sa place, qu'auriez-vous fait en tenant cette carte dans votre main, avec vos propres dettes, vos propres peurs en toile de fond? Cette nuit-là, Étienne rentre plus tard que d'habitude. La petite cuisine est plongée dans la pénombre, à part l'ampoule nue au-dessus de la table. Jeanne est assise, les mains croisées, une pile d'enveloppes ouvertes devant elle. Quand il referme la porte, le bruit résonne comme un coup de canon dans le silence. « Tu es rentré » murmure-t-elle sans sourire. Il s'avance, pose sa casquette usée sur le buffet. Son regard tombe sur les papiers. Il n'a même pas besoin de les lire pour savoir. Les mêmes mots, toujours, rappel, échéance dépassée, dernière relance. « C'est encore la banque » demande-t-il, la voix déjà fatiguée de la réponse. Jeanne inspire profondément. La banque, le loyer, le boucher. Étienne, on ne peut plus continuer comme ça. Il s'assoit lourdement, ses épaules s'affaissent comme si on venait d'y remettre tout le poids des blessés qu'il portait autrefois. Il voudrait pouvoir se contenter de dire « je vais arranger ça », comme au front. Là-bas, une promesse tenait parfois à un geste, à un élan de courage. Ici, une promesse ne vaut rien sans chiffres, sans plan. Je fais ce que je peux, Jeanne. Je travaille plus que... Elle le coupe, mais sans dureté, juste avec cette lassitude qui lui serre le cœur. Je sais que tu fais ce que tu peux. Mais c'est ça, justement, qui me fait peur. Et si, ce que tu peux, n'était pas suffisant, plus jamais. Le silence qui suit est plus lourd que n'importe quel obus. Dans sa tête, Étienne entend encore les cris, le sifflement des balles, les ordres hurlés. Là-bas, il comprenait le terrain, le danger. Ici, il ne comprend rien. L'argent va, vient, disparaît. Il se sent incompétent, presque inutile. Son fils, Paul, passe la tête par la porte, les cheveux en bataille. « Papa, à l'école, ils ont dit que les héros, ça ne meurt jamais. » C'est vrai. La question le frappe en plein ventre. Il cherche ses mots. Les héros, ils font ce qu'ils peuvent, fiston. Et parfois,
ils ont aussi besoin d'aide. Paul fronce les sourcils, déçu. Il voulait une certitude, pas un doute. Il disparaît dans le couloir, traînant ses chaussons sur le parquet. Jeanne ramasse une enveloppe, la tourne entre ses doigts. « Tu sais ce qui est le plus dur ?» demande-t-elle doucement. « Tout le monde te respecte pour ce que tu as fait là-bas. On te laisse passer à l'épicerie, on te serre la main, on t'appelle héros. Mais quand on est seul, ici, je te vois te battre avec des choses que tu ne comprends pas. Les papiers, les chiffres. Et tu ne demandes de l'aide à personne. Tu préfères te laisser couler en silence. Pourquoi ? » Il baisse les yeux. Comment lui expliquer qu'il a l'impression de trahir quelque chose, en avouant sa faiblesse ? Qu'on l'a appris à encaisser, pas à demander. Un homme doit savoir s'en sortir, finit-il par dire, comme s'il récitait une phrase entendue 1000 fois. Jeanne secoue la tête. Ça, c'était bon pour la guerre. Mais là, tu te bats contre un ennemi que tu ne veux même pas regarder. Tu ne veux pas parler d'argent, tu ne veux pas qu'on compte ensemble, tu refuses d'aller à la banque pour revoir le crédit. Tu crois protéger ta dignité, mais tu sacrifies notre avenir. Ces paroles le transpercent. Pourtant, au fond, il sent qu'elle touche à quelque chose de vrai, de très ancien. Ce n'est pas seulement la guerre. C'est aussi son père qui répète, l'argent, ça ne se discute pas. On se débrouille. Point. C'est la honte du manque, la peur d'être vu comme un incapable. Et vous, pendant qu'Étienne se tait, qu'est-ce que ce silence vous rappelle ? Ces factures qu'on n'ouvre pas, ce compte bancaire qu'on évite de consulter, cette conversation sur l'argent qu'on repousse toujours à demain. Ou est-ce que vous, aujourd'hui, vous faites semblant que ça ira, alors que tout en vous sait que non ? Jeanne pose enfin la main sur la sienne. On ne pourra pas s'en sortir si tu continues à te battre tout seul, Étienne. La guerre est finie. Celle-ci, on doit la mener ensemble. Mais pour ça, il faut que tu acceptes de voir la vérité en face. Il relève les yeux, croise son regard. Dans ses pupilles, il y a de la peur, oui, mais peut-être aussi le début d'autre chose. Une conscience. Une ouverture. Et si, pour la première fois depuis son retour du front, le vrai courage n'était pas de porter les autres, mais d'accepter de ne plus porter ce fardeau financier tout seul. Les années passent, et avec elles s'effiloche l'uniforme qui faisait de lui un héros. Antonio, car il faut bien lui rendre un prénom, ne porte plus de fusil, seulement une mallette élimée, pleine de factures froissées. Dans son petit appartement aux murs jaunis par la fumée de cigarettes bon marché, la lumière de la fin d'après-midi découpe son visage en ombre. Sur la table de la cuisine, il aligne des enveloppes comme autrefois il alignait des cartouches, loyer, électricité, médicaments, dettes. Il les regarde longtemps, sans les ouvrir, comme on fixe un ennemi que l'on n'ose plus affronter. Un jour, sa fille, Clara, vient lui rendre visite. Elle est adulte maintenant, la trentaine, le regard vif mais inquiet. Elle le trouve penché sur la table, les mains serrées autour d'un relevé bancaire. « Papa, ça va ?» Il tressaille, replie instinctivement le papier. « Bien sûr que ça va. J'ai connu pire, tu le sais. » Elle s'assied en face de lui, le détail. « Tu dis toujours ça. La guerre, la faim, le froid. Mais là, c'est différent, non ? » Silence. Le tic-tac de l'horloge devient assourdissant. Antonio soupire, les épaules retombent, comme si tout le poids des années lui revenait soudain. À la guerre, j'avais peur, oui, mais je savais quoi faire. J'avais une mission, des ordres. Ici. Il désigne les factures, je ne comprends rien. Les taux, les intérêts, les pénalités. Chaque fois que j'essaie de m'y mettre, je me sens idiot. Alors je repousse. Et ça empire. Clara fronce les sourcils. Tu n'es pas idiot. Tu n'as jamais appris. C'est différent. Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Il détourne le regard. Un homme qui a porté des camarades sur son dos, qui a survécu au bombardement, et qui n'arrive pas à gérer un compte en banque. Tu trouves ça glorieux, toi ? Dans sa voix, il y a plus que de la gêne, il y a la honte, cette même honte silencieuse qui éteint les demandes d'aide avant même qu'elles ne naissent. Une honte que beaucoup portent, sans uniforme, aujourd'hui encore, devant leur propre relevé de compte. Clara pose doucement sa main sur la sienne. Papa, le courage, ce n'est pas seulement courir sous les balles. Parfois, c'est dire, je ne sais pas, j'ai besoin d'aide. Il la regarde,
presque offensé, puis désarmé. Ed. Tu crois que ça changerait quelque chose? Les dettes sont là. Le passé aussi. Tout ce que j'ai raté. Elle sort alors de son sac un petit carnet usé. Sur la couverture, quelques mots, budget, projet, priorité. On peut commencer petit. Regarder où part ton argent, ce que tu veux vraiment. Tu m'as appris à survivre avec tes histoires de guerre. Laisse-moi t'apprendre à vivre avec ton argent. Antonio hésite. Comme au bord d'un fossé à franchir sous le feu ennemi, mais cette fois, l'ennemi est intérieur, sa fierté, ses croyances, ses peurs. Et si je n'y arrive pas, murmure-t-il. Clara sourit doucement. On essaiera à deux. Tu n'es plus obligé de te battre seul. Derrière cette scène, une question se dessine, qui ne concerne plus seulement Antonio. Combien d'entre nous portent en silence des blessures financières parce qu'ils pensent qu'un adulte devrait savoir? Combien préfèrent serrer les dents plutôt que d'avouer « je suis perdu avec l'argent ». Alors, en écoutant Antonio enfin entrouvrir la porte de sa vulnérabilité, demandez-vous, si vous posiez, vous aussi, vos armes un instant, à quoi ressemblerait votre première conversation honnête sur l'argent? Et surtout, avec qui oseriez-vous la commencer? Paul ferma les yeux un instant, comme si les images du passé revenaient se superposer à son salon modeste. Le bruit lointain des voitures dans la rue se transformait, dans sa mémoire, en grondement de canon. Puis, il me regarda, droit dans les yeux. « Tu sais ce qui m'a le plus surpris, quand je suis rentré ?» demanda-t-il, la voix basse. Ce n'était pas le silence après les bombes. C'était de voir que, là dehors, loin du front, les gens aussi se battaient, mais contre des choses invisibles. Les factures. Le découvert. La peur de manquer. Je restai silencieux. Il se pencha en avant, les mains jointes. Au front, quand un camarade tombait, je courais. Je n'hésitais pas une seconde. J'allais le chercher, même sous le feu. Mais face à mes dettes, je n'ai pas couru. Je me suis caché. Les lettres s'empilaient. J'ouvrais une enveloppe, je voyais les chiffres, et je la refermais. Comme si ne pas regarder allait les faire disparaître. Il esquissa un sourire amer. On nous avait appris à démonter un fusil les yeux fermés. À lire une carte en pleine nuit. Mais personne ne m'avait appris à lire un relevé de compte. À comprendre que chaque franc que je dépensais était un choix, pas un réflexe. Alors je faisais ce que je savais faire le mieux, j'endurais. En silence. Il marqua une pause, puis ajouta. Tu vois, pendant la guerre, j'ai porté des hommes sur mes épaules. Après la guerre, ce sont les dettes qui m'ont porté, mais vers le fond. Et le plus lourd, ce n'était pas ce que je devais à la banque. C'était ce que je me devais à moi-même, du respect. Sa phrase resta suspendue dans l'air. Je sentis quelque chose se déplacer en moi. Je repensais à ma propre vie, ces achats impulsifs pour combler un vide, ces cadeaux que je me faisais alors que mon compte était déjà dans le rouge, ces nids à faire semblant que tout allait bien. Paul me fixa, comme s'il lisait mes pensées. « Dis-moi. » souffla-t-il. « Où est-ce que tu te caches, toi, avec ton argent? Dans quel tiroir, dans quel relevé non ouvert? » Je baissai les yeux. La question n'en était pas vraiment une. C'était un miroir. Il se redressa lentement, puis demanda, plus doucement encore. « Si tu devais choisir une seule douleur financière, la plus forte, celle qui te réveille la nuit, ce serait laquelle? » Je pris une inspiration. Les mots vinrent se bousculer dans ma gorge, prêts à sortir pour la première fois. Le matin se lève doucement sur la petite ville. Le kiosque à journaux ouvre, les volets grincent, une boulangère rit avec un client. Le monde a repris sa routine, comme si la guerre n'était plus qu'une vieille rumeur. Assis sur un banc, près du monument aux morts, l'ancien soldat regarde les noms gravés dans la pierre. Il passe son doigt sur chaque lettre, comme s'il refaisait l'appel, une dernière fois. À côté de lui, son petit-fils, carnet en main, le regarde en silence. « Papy. » Commence-t-il doucement. « Tu regrettes quelque chose ?» L'homme sourit, un sourire fatigué mais honnête. « Je ne regrette pas les vies que j'ai portées sur mon dos, » répond-il. « Mais je regrette de n'avoir jamais appris à porter ma propre vie. Là-bas, au front, je savais exactement quoi faire. Ici, devant les factures, les dettes, les décisions d'argent, j'étais perdu. » Il marque une pause, puis ajoute, presque pour lui-même. « Personne ne nous a appris.
On nous a décorés pour notre courage, pas pour notre clarté. Le petit-fils fronce les sourcils. Mais aujourd'hui, on peut apprendre, non? On n'est plus obligé de se battre tout seul. L'ancien soldat tourne la tête vers lui. Dans ses yeux, une douce surprise. Tu crois? Demande-t-il. Je ne crois pas, je le vois. Le jeune homme pointe le carnet. J'ai commencé à écrire notre histoire. La tienne, la mienne. Ce que tu as vécu avec l'argent, la peur, le manque. Je ne veux pas que ce que tu as subi se répète. Je veux comprendre. Changer. Et, peut-être aider d'autres gens à le faire aussi. Le vieux soldat regarde les passants qui filent, pressés, le regard rivé sur leur téléphone, leurs sacs, leurs agendas. Chacun porte quelque chose de lourd, invisible. Tu sais, dit-il enfin, tout le monde croit que ces blessures sont uniques. Mais la honte financière, surtout, elle se ressemble beaucoup. On se tait, on cache, on encaisse. Comme au front, mais sans camarade dans la tranchée. Le petit-fils ferme son carnet. Alors, si au lieu de se cacher, on commençait juste par en parler? Par écouter des histoires comme la tienne, et apprendre quoi en faire? Un silence s'installe. Puis l'ancien soldat hoche la tête, lentement. Si j'avais eu ça à ton âge, ma vie aurait été différente. Peut-être que je n'aurais pas gagné plus d'argent, mais je l'aurais moins subi. Il se tourne vers vous, comme si, soudain, la caméra révélait que vous êtes là, assis de l'autre côté du banc. Et toi? Demande-t-il, sa voix calme mais directe. C'est quoi, aujourd'hui, ta plus grande douleur financière? Celle que tu caches, celle que tu portes sans rien dire. Est-ce la dette qui t'étouffe? La peur de manquer? La honte de ne pas savoir gérer? Ou ce sentiment de n'avoir jamais été à la hauteur avec l'argent? Son regard se fait plus doux. Tu n'es pas obligé de continuer cette guerre en silence. Si ce que tu as entendu ici t'a parlé, même un peu, laisse une trace. Un simple « je suis là » dans les commentaires, un mot, une phrase. C'est peut-être le premier pas pour ne plus te battre seul. Le petit-fils sourit. Et si tu veux que je t'accompagne pour écrire ta propre histoire avec l'argent, pour transformer tout ça en clarté et en stratégie, tu peux rejoindre ce que je construis ici. Abonne-toi. Chaque vidéo sera comme une lettre qu'on n'a jamais envoyée à tes anciens combats, et une carte pour tes prochaines victoires. Le vieil homme se lève, avec lenteur. Tu peux être un héros sur le champ de bataille de ta vie, conclut-il. Mais cette fois, n'attends pas les bombes pour demander de l'aide. Il ajuste sa veste, jette un dernier regard au nom gravé, puis s'éloigne, en laissant flotter dans l'air une dernière question, qui semble s'adresser directement à toi. Prêt à raconter, enfin, la vérité de ton histoire financière, et à ne plus avancer seul?